nos intuitions, c'est-à-dire ce raisonnement rapide, presque naturel que nous aurions face à une situation, nous amène parfois à commettre des erreurs de raisonnement qui sont pourtant des erreurs de raisonnement basiques. La frontière entre une information médicale fiable et une information médicale qui n'est pas fiable est rendue floue par les réseaux sociaux. Que la science a essayé de vous cacher et que faire preuve d'esprit critique, c'est être humble au point de se dire « et si je faisais fausse route ?» Des erreurs, de la fraude ou de la manipulation. Ouais, en fait, sur tous les sujets, tu pourras au moins trouver une étude qui dit ce que tu as envie de dire. Saigner était pratiqué au Moyen-Âge, donc on va repratiquer la saignée aujourd'hui. C'est complètement stupide. Salut, c'est Nathan et je suis médecin. Aujourd'hui, laisse tomber les questions compliquées. On va parler santé simplement. Bienvenue dans Let's Go, le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Salut Régis, ça va? Oui, toi Nathan. Très bien. Je propose qu'on commence le podcast avec ta superbe idée. On va faire un suicide homéopathique. Tu me dis quand je peux commencer mon suicide homéopathique. Ici, un suicide homéopathique, ouais. Voilà. Donc en gros, on prend plein de comprimés d'homéopathie et on va les affoler. Ne faites pas ça chez vous avec des principes actifs. Ça risque d'être dangereux. Au pire, on fait une hypoglycémie réactionnelle. En vrai, c'est pas mal, hein. Je propose qu'on en prenne un de temps en temps pour notre podcast. Ça commence très sérieux, hein. Écoute, faut pas faire ça avec du Xanax, sinon on finit pas le podcast. Donc, je sais que j'en suis à combien de cachets? Je pense que j'ai bouffé 6 cachets homéopathiques. Ah, d'affilée. Moi, j'en prends un à la fois, de temps en temps. Écoute, je t'ai invité et j'ai fait une petite liste. Tu as quand même déjà fait pas mal de choses. J'ai rempli un peu le CV avec ce que j'ai retrouvé sur toi, sur Internet. Et tu as fait le droit, des sciences économiques. Oui. Tu es sorti de l'UNIF avec des maîtrises de l'art. Tu aimes bien la musique, le sport, la photographie. Tu aimes bien le sport. Tu as fait un trail de 111 km la semaine passée. C'est ça. Tu es doctorant à Namur sur l'esprit critique. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Oui. En plus, tu as une vie sociale, tu as des enfants. Ça t'arrive de dormir. Ouais, ça m'arrive de dormir. Mais donc oui, non, je suis tout ça et je suis donc aussi assistant à l'agrégation, donc je forme de futurs enseignants à l'université. Mais effectivement, je fais mon doctorat sur la question de la pédagogie de la pensée critique. Comment est-ce qu'on enseigne ce truc un peu bizarre qui est l'esprit critique? Parce que c'est quoi l'esprit critique en fait? T'as 2 heures devant toi. Oui. Donc non, l'esprit critique, déjà la définition, elle est très large aussi en fonction de dans quel champ on se trouve. L'esprit critique, c'est pouvoir calibrer sa confiance en fonction de la qualité épistémique d'une information en vue de prendre une décision. Et alors, pour bien préciser déjà un terme aussi... Épistémique, voilà, il y a des gens pour lesquels ça peut être compliqué. Alors, donc l'épistémologie, c'est le domaine de la philosophie qui s'intéresse à la question de savoir comment est-ce qu'on sait ce que l'on sait et comment est-ce qu'on sait que ce que l'on sait est valable. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sait les choses que l'on sait sur le monde et en fonction du domaine dans lequel on se trouve, et on va en parler en médecine. La façon de connaître le monde et d'appréhender le monde n'est pas le même qu'en psychologie, qu'en sciences sociales, etc., etc., etc. Mais donc l'épistémologie, c'est se demander comment on sait qu'un savoir est fiable et que c'est bon, quoi. Voilà, je vais reprendre. Tu veux reprendre un peu une petite capsule d'homéopathie? Allez, j'en prends aussi. Donc, un peu de sucre. On continue de temps en temps. le suicide homéopathique. Et dans ce contexte-là, tu as créé un show. C'est un one-man show que tu vas faire pour nous aider pour le projet TD qui s'appelle l'Instant Critique. Oui, donc c'est un seul en scène créé dans le cadre de ma thèse. Et qui parle d'esprit critique. Et en fait, dedans, je vois pas mal de concepts. Ça va notamment de l'analyse des discours et de la manipulation, en passant par ce que c'est que la méthode expérimentale, peut-être qu'on en reparlera, puisque c'est vraiment une méthode qu'on retrouve notamment en médecine et dans les sciences. Ça va aussi sur la question du conspirationnisme. Et à côté de ça, c'est assez interactif, puisque je fais des expériences avec le public, exactement. Donc le public interagit, Et donc je teste certains éléments sur le public en live. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir tester ça et que le public vive aussi certaines expériences sociales pendant le spectacle. Tu as créé ce show tout seul, tu as été aidé Alors oui, mon metteur en scène, c'est Lionel Liégeois, il est de Anserem. Mais au niveau du contenu, ça c'est moi qui l'ai écrit dans le cadre de ma thèse, sous la lumière blafarde d'un néon qui crépite. Il y a quand même eu tout un processus de création, et donc les versions intermédiaires ont été présentées à des chercheurs, des pédagogues, des didacticiens, aussi comme je voulais pouvoir toucher des plus jeunes, il y avait aussi des plus jeunes. Et donc
Ça a été un processus de création qui a duré à peu près, allez, de l'écriture à la première, il y a eu 1 an et demi. Et Ouais. entre-temps, il y a eu d'abord un travail de table où on lit la pièce, puis après il y a eu la création, plateau avec, le régisseur. On a eu, aussi une lecture publique, on a eu les leçons, enfin les premières pilotes pour voir Mmh. si ça allait bien, voilà, et puis après on a eu la Ça fait première. combien de temps que tu travailles sur ça, en fait? Donc moi, c'est ma 3e année de doctorat et là, ça fait vraiment 1 an que le spectacle tourne. On l'a joué une quarantaine de fois. Ah oui, Et quand même. il y a 2 semaines, j'étais à Toulouse, à la Halle au Grain, devant 1200 personnes pour jouer, Oui, donc ça un dégonne pas. spectacle. Non, mais c'était très, très chouette. J'ai vraiment Mmh. alors j'ai jamais fait une salle aussi 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 grand. grande, c'est Heu, impressionnant ou c'est limite, au plus il y a du monde, au plus c'est facile? ben, en fait, j'ai juste toujours un peu l'adrénaline du spectacle et moi qu'il y ait 100 personnes ou 6 000, ça change pas grand-chose. C'est juste, ouais, peut-être l'occupation de la scène qui doit être plus grand. Mais non, en fait, pour moi, c'est la même chose que qu'il y ait 200 personnes ou 1 200. Mmh. C'est toujours l'idée de monter sur scène, c'est toujours le petit Le petit stress au stress début, avant, mais oui. après, voilà, le spectacle, je sais qu'il tourne, je sais ce que je Mmh. dis, je sais que De toute façon, je pense que même pour les gens qui ont l'habitude de faire ça tous les jours, je voyais l'autre jour une interview de, comment il s'appelle? Philippe Lai? Non. Philippe, attends, comment il s'appelle? Le gars qui joue le rôle principal à la Cage aux Folles maintenant à je ne Paris. sais plus. Je vais apprendre La, l'homéopathie. la Cage aux Folles, Paris, comment s'appelle le gars? Au Châtelet. C'est un gars connu, mais je suis espagnol, donc je connais pas bien les noms des acteurs. Attends, je vais te dire. Laurent Lafitte. Ah oui, OK. Mais il disait qu'à chaque fois avant de sortir en scène, ils Ouais, vendent. OK. Ouais, Donc c'est même des ouais, gens que ouais, tu te dis, mais ouais, eux, ouais, ils font ça tous les jours, c'est vraiment leur boulot, ouais. et ils jouent 3, 4 fois par jour. Ouais, ben, en fait, Ah. je pense que tout le monde, avant de monter sur scène, on a ce petit stress. Maintenant, je stresse pas beaucoup. Alors, dans la vie, moi, je suis Mhm. très anxieux, mais par contre, je vis pas très fort le stress. Mhm. Donc, ce genre de situation, c'est pas ça, moi, qui me dérange. Être devant 1200 personnes, c'est pas trop ça. Ouais. Je suis très anxieux, mais je suis pas du tout stressé. C'est pour ça que tu fais les 111 Ouais, c'est ça. km pour décompenser. Oui, 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 complètement. On m'a dit, il faut trouver une activité. Qui te convient. Je fais du Là, sport j'ai pour trop trouvé. décompenser. Je vais aller courir pendant 17 heures et 30 minutes. Tu sais, Et je... l'autre jour, j'étais à un trail et à la fin, il y avait une amie à moi qui était Oui, psychologue qui avait fait une grosse pancarte oui. avec son numéro de téléphone en disant sinon il y avait aussi une autre solution Bah oui. qui était. Oui, 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 Non, oui. mais je déconne, mais. Il y a une vraie question dans le trail de en tout cas dans le sport, de qu'est-ce qu'on Oui. vient Après, c'est la chercher. solution la plus facile. Moi, les gens qui Ouais. font un burn-out, la première chose que je leur dis, c'est dormez une semaine. Ouais. Parce que quand on fait un burn-out, il faut dormir une semaine. Ouais. Mais dans une semaine, là, par contre, vous allez faire 1 heure de sport par jour. Parce Ouais. que c'est la meilleure façon de sortir du burn-out. Bah ouais, et puis moi, enfin à nouveau, la vie est chargée et je passe beaucoup de temps avec mes enfants parce que je prends vraiment ma part. Enfin voilà, Du coup, mon épouse est indépendante, ouais, ouais. donc voilà, je gère beaucoup les enfants et en fait, ouais, c'est un moyen moi de pouvoir m'évader, bien que parfois quand je vais courir longtemps, en fait, je fais aussi des vocaux par rapport à ma recherche et à C'est ma vrai. thèse. À fond. Comment? Je fais des Mais pas des vocaux pour cours. toi ou des vocaux Non, pour les gens? pour moi. Des vocaux pour moi. Enfin, j'ai des idées, je me dis: «Ah tiens, Oui, sur c'était le tel meilleur papier de moment. recherche que je suis en train d'écrire, il y a ça qui pourrait aller» et donc Mais c'est vrai que parfois pendant la recherche, il y a une grosse partie de réflexion ouais, que parfois c'est difficile de comptabiliser en heures de travail. ouais, Parce parfois il y a des gens qui disent oui, mais il ne travaille pas parce qu'il fait de la recherche. Mais en fait, tout le temps qu'il est en train de réfléchir ouais, c'est derrière, ça. c'est très difficile à palper en fait. Oui, ouais et puis c'est un métier où en fait, oui, tu mets ton cerveau à disposition de la Mm. société. Oui, C'est oui. bizarre. Maintenant, il y a avec des applications concrètes, à nouveau, moi je suis en didactique, donc c'est comment enseigner. Donc je travaille sur des Mhm. dispositifs autour de l'esprit critique. Je travaille vraiment sur voilà, sur des éléments qui sont concrets. C'est pas juste de la recherche pour dire la recherche, bien que la recherche fondamentale soit nécessaire. Mais oui, 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 évidemment. Et donc il y a parfois, enfin moi, ma distinction entre la vie privée et la vie professionnelle n'existe pas. Non, Parce que moi non plus, hein. voilà, et c'est parce qu'on peut pas ne pas penser, enfin, quand tu rentres chez toi, tu peux pas juste dire à ton cerveau: «Je pense plus à mes patients, je pense plus à un cas que j'ai eu». Moi j'ai des Heu, collègues qui arrivent, hein, mais moi je viens d'une famille où tout le monde est soignant. Il n'y en ouais, a jamais vu de différence entre le boulot ouais, et la vie privée. Donc j'ai vécu comme ça, mais du coup, ça me donne pas non plus une source en plus de stress, tu vois? Comme j'ai toujours vécu comme ça depuis que je suis tout petit. ouais, C'est une façon «normale» entre guillemets de vivre. oui, C'est vrai que des fois je me dis: «Ouf, ouais». C'est vrai que mmh, quand je travaillais pas en tant que médecin, c'était plus facile. mmh. Mais de l'autre côté, j'aime beaucoup et Ouais, ouais, non, je peux comprendre. je le disais hier à ma copine, je dis: «Mais en fait, si maintenant j'arrête de faire ce boulot-là,
Je me ferais chier. Qu'est-ce que je ferais? Oui, moi je trouve que c'est pas, moi je peux pas éteindre mon cerveau. Enfin, je pense en même temps, Mmh. je travaille tout le temps et jamais et tout le temps Oui. et oui, je peux pas ne pas penser à mon sujet de thèse Et en parlant de ton sujet de thèse, tu aurais un spoiler sur le show à donner? un spoiler sur le spectacle. Bien, je vais challenger vos intuitions et ce que vous pensez être évident. Voilà, s'il y en a qui nous regardent, je peux regarder la OK. caméra? Oui, oui, bien Je sûr. vais challenger vos intuitions, mais non, mais en tout cas, ouais, s'il y a, il y a un vrai spoiler quand même que je peux faire, c'est dans la vie, on est très attaché à nos intuitions, à ce qu'on perçoit, à notre perception, Oui. en se disant, en fait, ce que je perçois du monde, ce que je comprends du monde, est ce qu'il est. Et en fait, en esprit critique, euh, j'ai une très belle phrase que j'aime beaucoup qui est de dire: faire preuve d'esprit critique, c'est pas tant avoir raison contre l'autre, Oui. que de se donner les moyens d'avoir tort contre soi-même. Mmh. Et en fait, faire preuve d'esprit critique, c'est être humble au point de se dire: «Et si je faisais fausse route?» Et je viens en fait tester les intuitions des personnes pendant le spectacle pour montrer que nos intuitions, c'est-à-dire ce raisonnement rapide, presque naturel que nous aurions face à une situation, Mmh. nous amène parfois à Oui. commettre des erreurs Mmh. de raisonnement qui sont pourtant des erreurs de raisonnement basiques. Ça, dans le spectacle, je l'exploite notamment au début du spectacle. Mmh. Et ça, c'est tout le champ de la psychologie cognitive sur la question des biais cognitifs. Oui. Voilà les erreurs de raisonnement. Et donc, dans le spectacle, je spoil. À un moment donné, je teste des biais cognitifs sur les spectateurs. J'ai l'impression que par rapport à ces biais cognitifs dont tu parles et la Ouais, façon de laquelle on raisonne, je me rends très compte ces derniers temps que dans les réseaux sociaux, ouais, en scrollant, j'ai l'impression qu'il y a des idées que j'avais quand je sortais du NIF, que j'ai quand je lis des oui, articles, qui parfois se flouent tellement je reçois de ouais. l'impact des shorts, par exemple, sur est-ce qu'on peut ou pas manger de la viande rouge. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, mais au final, je ne sais pas si je peux ou pas manger de la viande rouge. Et je me Mhm, suis rendu compte que moi-même, je buguais parce que j'avais été tellement bombardé oui. par des informations dans les réseaux sur maintenant, la viande rouge, c'est bon, on nous a toujours dit que c'était mauvais, le cholestérol, c'est pas mauvais. T'en penses quoi de ça? Préciser ce que je peux en penser et ne pas en penser. Je n'ai pas de formation médicale, Oui, bien donc sûr. d'un point de vue purement de ce que ça fait sur mon corps, je ne peux pas Ça, me prononcer. oui, Voilà. c'est pas ton rôle, mais Voilà. par rapport à Voilà, mais ce par rapport, ressenti que voilà, ce j'ai. ressenti. Donc oui, c'est les phénomènes d'infobésité, le fait d'être bombardé d'informations. Mmh. Et le problème, c'est qu'en matière d'information médicale, la frontière entre une information médicale fiable et une information médicale qui n'est pas fiable est rendue floue par les réseaux sociaux. Surtout Oui. que entre la médecine et les pseudomédecines, entre la science et les pseudosciences, le problème, c'est que la pseudomédecine ou les thérapies un petit peu étranges, elles vont vraiment avoir un phénomène d'imitation de la médecine. C'est-à-dire qu'on va avoir une prise dans la médecine, notamment du vocabulaire médical. On va aller essayer de reprendre tout ce jargon médical pour se donner un air de médecine, alors que ça ne l'est pas. Et puis, il y a aussi d'autres choses pour lesquelles il faut être assez prudent sur les réseaux sociaux. C'est que parfois, on va même sortir une étude scientifique en disant: «Regardez, une étude scientifique montre que». Mmh. Le problème, c'est que, ça, c'est ce qu'on appelle donc du cherry picking et c'est aussi Oui. un truc que je développe dans le spectacle. OK. Le cherry picking, c'est le fait de n'aller chercher que l'information qui valide ce que j'ai envie de dire. Et bien souvent, dans les réseaux sociaux, on va prendre une étude scientifique, parfois elle est même mal interprétée, sortie de son contexte, ou alors peut-être que c'est Mmh. une étude scientifique qui va à l'encontre, par exemple, de 1000 autres. Et c'est Mmh. peut-être juste une étude qui a été mal En fait, faite ou qui vient d'une revue obscure, mais en fait, on ne montre pas les 1000 études qu'il y a à côté qui disent le contraire. Donc le fait de mmh. sortir parfois une étude scientifique, de son contexte, ça peut être très dangereux. Et sur les réseaux sociaux, le problème, c'est que cette frontière entre de l'information fiable et de l'information pas fiable, elle est complètement floue puisque Mmh. tout le monde peut se prétendre créateur de contenu sur les réseaux sociaux. C'est Et et après trouver des études, en cherry picking, je pense, c'est pas si compliqué tellement il y en a. Donc, oui, mais on peut complètement. trouver n'importe quelle Oui, information oui. si on veut. Ouais, en fait, sur tous les sujets, tu pourras au moins trouver une étude qui dit ce que tu as envie de dire. Et dans le spectacle, j'explique aussi le principe de ce qu'on appelle une méta-analyse, mais comme ça, voilà, si tu me couperas au montage si c'est trop chiant. Non, vas-y, Mais explique-le. C'est quoi une donc, méta-analyse? attends, je vais reprendre une capsule Je d'homéopathie parce que je suis en tu manque besoin de de sucre. sucre. En J'ai vrai, besoin de tu sais, sucre. je pense qu'on en a pris déjà 2 et comme j'ai pas mangé beaucoup à midi,
je sens que, en fait, à chaque fois, j'en prends une, je me sens un peu mieux et j'ai besoin d'une nouvelle. Tu t'imagines si ce soir, on est malade? Si ce soir on est malade, mais alors par contre, si je suis vraiment malade et si j'ai vraiment, si ça agit On va vraiment, le dire. Hein. on va le dire, on va vraiment Mais bon, dire. rien, à part ça, je pense qu'on sera juste crevé parce qu'on aura mangé plein de sucre. Mais... On aura des caries, voilà, pouf, et on aura des caries. Du coup, c'est quoi une méta-analyse? Donc une méta-analyse, qu'est-ce que c'est? Une méta-analyse, c'est quand on prend toutes les études, en tout cas quand on prend beaucoup d'études sur un domaine, et le but c'est donc de faire la synthèse de l'ensemble de ces études pour savoir si toutes les études vont dans le même sens ou s'il y a des discussions au sein de ces études. Et donc ça permet de se dire, tiens, si à un moment donné dans un domaine, il y a 500 études, il y en a 498 qui disent A et 2 qui disent B, ben c'est peut-être que défendre B est pas très prudent parce que 498 disent que A. Donc voilà, c'est juste se dire qu'il y a des études qui peuvent parfois aller à l'encontre des résultats majoritaires parce que peut-être que... ton micro. Oh, pardon. Vas-y. Parce que c'est peut-être le fruit du hasard, peut-être parce qu'elle a été mal faite, peut-être parce qu'elle a été publiée dans une mauvaise revue. Et donc, faire une méta-analyse, c'est vraiment prendre encore plus de hauteur parmi différentes études pour voir si ce qui a été fait dans une étude peut se répliquer dans plein d'études. Et donc, une méta-analyse, c'est plus fort, plus robuste, et donc dans la pyramide des preuves, c'est plus haut qu'une simple étude. Voilà, donc c'est vraiment la méta-analyse. Et on a également ce qu'on appelle des méga-analyses, qui sont des méta-analyses de méta-analyses, mais bref. Ah, ça, je savais même pas que ça existait. Ah si, voilà. Mais les gens, tous les jours, vont pas lire des méta-analyses, donc s'ils sont dans les réseaux sociaux, tu as des conseils à donner aux gens pour distinguer un short, une petite vidéo en ligne qui est moyennement fiable de une qui sera plus fiable? Si ce qu'on vous présente est... pardon, j'ai le sucre qui remonte. Oui, trop d'homéopathie. Trop d'homéopathie. Je commence à avoir mon estomac qui gargouille. Mais au moins c'est très bien, ça sucre mon œsophage. Et les coureurs, ils aiment bien les glucides. Donc c'est bien. Je dois faire ma recherche glucidique. Mes parents sont dentistes et ils suivent pas mal de cyclistes, de coureurs d'élite. Parce que c'est à Tenerife, donc il y a beaucoup de sportifs d'élite qui vont à Tenerife parce qu'il y a beaucoup d'auteurs. Et ils ont plein de caries parce qu'ils passent toute leur journée à bouffer des glucides. Donc il faut bien penser à brosser les dents quand tu Il y a une traileuse qui fait ça, Courtney de Walter. Elle est connue parce qu'au milieu de ses ultra-trails, elle se brosse les dents. Elle a toujours un... Mais ça a du sens parce qu'en fait, sinon t'es pendant 2 heures avec plein de sucre en bouche, quoi. Oui, complètement. Ça et les... Enfin, après, je te laisse dire. Mais les laxatives. Okay. En fait, le laxatif, c'est du sucre à longue chaîne. Et beaucoup de gens le prennent et ils pensent pas qu'en fait, si on se brosse pas les dents après avoir pris un laxatif, on a des caries après. Ok, bah ça je le sais. Mais bon, on retourne au conseil pour trouver des bonnes vidéos donc, sur Internet. Alors, ça va pas être des conseils pour trouver des bonnes vidéos sur Internet, mais c'est plutôt en tout cas pour détecter les mauvaises. Dès lors qu'on a généralement un conseil qui est simple, donc en matière médicale, hein, d'accord, un conseil qui est simple et qui a un champ d'application très 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 large, qui permettrait de tout soigner ou quelque chose de révolutionnaire que la science a essayé de vous cacher et que on va vous révéler. C'est ça, c'est vraiment le côté est-ce que c'est trop beau? Et puis ce qu'on peut faire également, c'est rapidement croiser les sources. Tiens, est-ce que ce dont on en parle ailleurs? Si on n'en parle pas ailleurs, déjà ça pose problème. Un bel indice de pseudomédecine, de thérapie alternative complètement what the fuck, c'est si ça vous renvoie vers un institut pas scientifique qui serait un institut qui va certifier par cette méthode révolutionnaire et on peut vous certifier en 2 jours moyennant 1100 € d'inscription. Enfin, tout ça, ce sont des signaux d'alerte qui montrent qu'on n'est pas dans le domaine de la science. Peut-être que vous pouvez vous amuser avec des thérapies alternatives, mais moi ici, ce dont tu m'as demandé de parler, c'est de parler de comment fonctionne la science, les pseudosciences, la médecine et pseudomédecine. Et donc c'est aussi, en tout cas, ce sont des critères qui me font plutôt pencher sur de la vigilance par rapport à ce qui est proposé. Parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, on va avoir beaucoup de contenus qui peuvent aller dans tous les sens et sans aucun filtre. Oui, là, ce matin, je voyais par exemple un gars qui disait « Mais on mange de la viande rouge depuis 1000 ans, on n'a jamais eu de soucis. Pourquoi Bah, ça, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'ancienneté. Dire on a toujours fait ça, donc ça marche. Voilà, ça c'est l'appel à l'ancienneté. C'est un des sophismes qu'on peut retrouver, donc un des raisonnements fallacieux. Mais de dire voilà, on a toujours fait ça, et c'est pas parce qu'on fait ça depuis des millénaires que c'est bien. Justement, tu me disais là tantôt qu'en fait, par exemple, quand on parle de médecine, tu racontais que... Ah bah par exemple, ou la saignée. C'est comme si par exemple la saignée, je disais oui mais la saignée on l'a pratiquée déjà au Moyen-Âge. Oui mais vider de son sang quelqu'un pour guérir d'une maladie, c'est peut-être pas
la meilleure façon de faire. C'est ça. Voilà, et donc je peux pas faire un appel à l'ancienneté en disant oui, mais la saignée était pratiquée au Moyen-Âge, donc on va repratiquer la saignée aujourd'hui. C'est complètement stupide. Donc Mais on oui, va parce pas que le faire. justement, si c'est normalement les bonnes choses ont évolué avec le temps. Ben oui, et puis surtout que la médecine a beaucoup évolué avec le temps, surtout ces dernières années, et on pourra en arriver à de dire tiens, comment est-ce que se construit même la science de façon globale. C'est une communauté de chercheurs, c'est une Oui. communauté de personnes, et elle va se construire de façon cumulative. C'est un petit peu comme un millefeuille. Il faut vraiment se dire que c'est un peu comme une tour de Kaplan, et chacun vient mettre son Kaplan. Et parfois, Oui. on a ce qu'on appelle des révolutions scientifiques ou des révolutions médicales. C'est quand toute la tour s'effondre parce que les fondations s'effondrent, et là, on reconstruit une tour. Et en fait, la science, elle est complètement consciente que tout savoir est temporaire et que les vérités qui sont données, elles sont valables de façon temporaire jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce qu'à un moment donné, on évolue dans ce corpus scientifique. Donc c'est vraiment une aventure collective, une aventure collaborative, une aventure cumulative qui est aussi soumise à des règles. Comment tu Alors, fais pour publier un article que tu en as déjà voilà. publié? Alors moi, donc, comme je suis jeune doctorant, Mhm. mes articles sont en cours de publication. Ah voilà. Comment ça fonctionne? Donc il y a ce qu'on appelle donc des journaux ou des revues Mhm. qui font, elles, l'objet d'un classement. Donc il y a des Ouais. revues qu'on considère comme étant très sérieuses et d'autres qui le sont moins. Je pense qu'en matière médicale, il y a, à mon avis, le British, Le Lancet, ouais, il y, Lancet, y en a voilà, plein. etc. Voilà. Mhm. Il y a Nature qu'on connaît très bien Ouais. aussi, mais voilà. Donc il y a donc des revues qui sont des revues sérieuses avec des classements de revues. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on envoie son article. Alors généralement, l'article, ça prend déjà très longtemps à faire, d'accord? Alors dans l'article, on doit détailler absolument tout ce qu'on a fait. Donc on doit détailler les méthodes qu'on a utilisées, les résultats. Maintenant, on est dans l'open science, donc on doit aussi partager nos bases de données avec les données qu'on avait pour avoir ces résultats-là. Ouais. On envoie tout ça à un éditeur. L'éditeur on envoie un manuscrit anonyme à l'éditeur, donc l'éditeur nous connaît, et lui, il va envoyer à des reviewers notre manuscrit, mais anonymisé. Nous ne Ouais. connaissons pas les reviewers ne nous connaissent pas, et ce sont des chercheurs de notre domaine quelque part dans le monde. Donc ce sont des professeurs d'université. Donc moi, quand j'envoie mon article, il atterrit chez plusieurs personnes quelque part dans le monde, je ne sais pas qui vont lire mon papier de recherche. Ouais. Eux, ils vont faire ce qu'on appelle des reviews, c'est-à-dire des commentaires, puis ils vont revenir vers l'éditeur en disant soit on rejette le papier, soit tu dois faire des révisions majeures, des révisions mineures, ou alors le papier il est accepté. L'acceptation au premier tour, ça n'existe pas. L'éditeur va renvoyer le papier, on fait toutes les modifications, les commentaires aux reviewers, on renvoie à l'éditeur renvoie aux reviewers, les reviewers font leurs commentaires, l'éditeur le reprend, l'auditeur nous renvoie, et ça peut durer très longtemps. Ouais. Et puis une fois que c'est fait, à ce moment-là, l'éditeur va publier dans une revue l'article scientifique. Oui. Cet article, les gens de notre communauté vont lire l'article. Mhm. Et là, en fait, tu te confrontes à nouveau au regard critique des personnes qui sont dans ton champ de recherche. Et si les gens de ton champ de recherche détectent qu'il y a des erreurs, Mhm. de la fraude ou de la manipulation, tu peux avoir ce qu'on appelle un avis de rétractation, c'est-à-dire ton article est considéré comme rétracté, c'est-à-dire l'éditeur dit en fait, votre article était tellement mal fichu qu'on le retire. Alors ton Ouais. article en fait est toujours là, mais il est mis rétracté, et ça c'est le message de la honte, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment eu un Et énorme une fois problème. que tu as eu une rétractation, que si tu as copié, Ouais. est-ce que tu peux continuer à publier ou tu as Alors, des espèces de... non, tu peux continuer à publier, mais ce qu'il y a, c'est que dans ta communauté de recherche, les gens vont plus te prendre au sérieux. Ouais, ouais. Et je ne dirais pas qui est la personne la plus rétractée, notamment en France, en matière Ouais. médicale, parce qu'on va me dire On qu'on va fait te du... pointer du doigt. On va me pointer du doigt, oui. Moi, je peux le dire. Mais alors, Tu veux pas dans le top 3 des médecins les plus rétractés, C'est c'est un du- médecin très très connu Un blond du avec les sud cheveux de la longs. France. Voilà. Écoute, moi, je vais raconter l'histoire que je t'ai racontée à tantôt parce que je trouve qu'elle est incroyable. Je vais Quand reprendre un j'ai fait petit peu mes... d'homéopathie. Vas-y. Mais quand j'ai fait mes stages de médecine interne, Oui. c'était justement pendant la crise Covid. Oui. Et il y avait un gros tableau de Didier Raoul sur Merde. Il y a mis de l'homéopathie partout, pardon. T'inquiète Oui. pas, sur les murs de ce service de médecine interne. Mhm. Et du coup, il y avait deux médecins, mais je vais pas dire l'endroit. Si les gens veulent aller chercher sur les réseaux, ils vont voir que Oui. c'est deux médecins qui ont perdu leur numérodynamie, Oui. parce que c'était des médecins anti-vax, c'était même des médecins anti-Covid, Oui. et qui traitaient les gens avec de l'hydroxychloroquine. Oui, oui. Mais alors, par rapport à ça, je vais préciser aussi,
parce que ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. D'une part, à nouveau, Mmh. en économie, moi, je m'intéresse à comment les gens forment des choix. Mmh. En matière d'esprit critique, comment peut naître une pensée critique éclairée. Et ça m'intéresse aussi, moi, les phénomènes sociaux, et notamment tout ce qui est conspirationnisme, etc. Euh, alors, c'est intéressant la question et on va y venir, hein, la question notamment du Covid, la question de la vaccination, la question de... En fait, il y a deux notions qui sont très intéressantes. Dans ce champ-là, c'est un champ qui fait preuve donc de complexité, d'incertitude et de hasard. Mmh. Un virus, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose dont on a une probabilité de se le choper, avec une probabilité d'avoir des effets secondaires. La vaccination, c'est très contre-intuitif, hein, se faire inoculer Un virus, un virus, un morceau de de quelque quelque chose, chose mais qui pourrait nous rendre affaibli, malades, voilà, mais qui pourrait pas nous rendre malades, mais qui va mmh. stimuler le système immunitaire et qui va réduire la probabilité d'avoir la probabilité de choper un Mmh. truc et de réduire la probabilité de choper des effets négatifs. Voilà. Donc c'est très, voilà, c'est impalpable et c'est beaucoup de probabilité. Et donc, c'est normal, je pense, qu'il y ait à un moment donné un questionnement de la part de tout individu de se dire, mais est-ce que tout ça repose sur quoi? C'est un acte de confiance énorme. Oui. La vaccination, c'est un acte de confiance envers l'État. On se fait inoculer une Mmh. substance et donc on doit avoir une forme de confiance envers l'État de dire, est-ce que ce que je me injecte, est-ce que ce que vous m'injectez est bon pour ma santé? Et donc cette confiance, elle doit naître d'un rapport réciproque entre la personne et ici une politique publique. Il y a deux phénomènes qui arrivent, c'est notamment dans l'antivaxisme, on a ce qu'on appelle donc la méfiance. La méfiance, c'est donc une attitude de rejet a priori. Mmh. La méfiance, c'est quand je donne des intentions à un groupe de personnes. Or, une attitude qui est très saine en science, c'est ce qu'on appelle la défiance. Il ne faut pas croire Mmh. la science parce qu'elle serait une espèce d'institution sacrée. Pas du tout. Oui. La défiance, ça veut dire aller challenger, c'est poser des Mmh. questions, c'est demander d'avoir des preuves, c'est demander d'avoir des études. Et en fait, cette attitude de défiance, de prudence, elle est Oui. hyper positive en matière d'esprit critique. Mmh. La méfiance, qui vise à donner des intentions cachées à des individus, là, c'est quelque chose qui est plus critiquable parce qu'il y a une forme d'intentionnalité cachée que je vais attribuer à autrui. Et cette Oui. différence entre défiance et méfiance, elle me semble Tu importante. pourrais donner des exemples pour que les gens puissent comprendre, Oui, par exemple, si à un moment donné, par rapport je sais rien moi, une thérapie qui m'est proposée, Ouais. c'est normal de demander des preuves pour savoir si cette thérapie fonctionne. Oui. Mais par contre, de partir du principe que cette thérapie, en fait, ne fonctionne pas et que c'est un coup de Big Pharma pour essayer de m'injecter une puce qui va contrôler mon cerveau, ça, là, on Oui, est dans ce oui. qu'on appelle de la pensée conspirationniste, c'est-à-dire de Mmh. la pensée qui va notamment attribuer une intention Mmh. à une personne, ou en tout cas attribuer une intention à un petit groupe de personnes qui seraient organisées, malveillants, etc. etc. Mmh. Donc ça, c'est pas la même chose. Que la défiance, c'est dire: «J'ai besoin d'avoir des preuves, j'ai besoin de challenger ce que vous êtes en train de demander», et ça, il y a aucun problème avec ça. Et pour la question du Covid et de la question anti-vax aussi, la difficulté, c'est que dans mon domaine, à savoir l'esprit critique, il y a une grande place qui est donnée à, l'échange et à la discussion. Ce à quoi on a assisté, c'est que sur les réseaux sociaux, les communautés anti-vax, ou quand en tout cas, quand il y avait des discours, alors à Elles sont nouveau super agressives, hein. voilà, Moi, j'ai fait une vidéo avec ma télé oui, pour parler de la vaccination. ouais, J'ai jamais eu autant de commentaires. Après, la mauvaise pub, je pense qu'elle n'existe pas, ouais, j'espère. Mais j'ai eu ouais, 150. ouais, 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 euh, et dans les commentaires, il y avait des commentaires du style où habite cette personne? ouais. Ça fait peur, hein? Alors ça, c'est ce qu'on appelle du C'est. du doxing. Le Mhm. doxing, c'est révéler des informations privées d'une personne pour faciliter généralement son harcèlement ou Oui. les menaces. Mhm. Mais donc oui, il y a des communautés qui sont idéologiquement, violentes, Oui. menaçantes et également organisées, et alors sur les réseaux sociaux, il y a la notion de super spreaders. Donc, ce qu'on appelle les super spreaders, c'est le fait de dire qu'il y a très peu de personnes qui créent beaucoup de contenu. Alors, en Oui. moyenne, on estime que quand on regarde des communautés actives, par exemple comme la communauté anti-vaccin, 0,1% des membres de la communauté produisent 80% du contenu Ouais. anti-vaccin. Et donc ces super spreaders sont des personnes qui sont particulièrement actives et qui sont particulièrement motivées. Et on ne retrouve pas ça, alors on parle ici des anti-vaccins, mais Oui. à nouveau, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui auraient en tout cas qui auraient des questionnements et un côté un peu
enfin, faut quand même aussi reconnaître qu'il y a quelque chose, enfin, le questionnement est tout à fait Oui, ça sain. c'est Voilà, voilà, c'est comme ça que commence la science, en fait. oui, oui, complètement. Et puis même par rapport à la vaccination, tu vois, il y a pas que les personnes qui pensaient que Bill Gates allait Oui. nous mettre une puce, il y a aussi juste des personnes qui ont peur des piqûres, Oui, en fait. alors Voilà, et c'est ils ont peut-être pas un médecin qui a pu prendre le temps oui, oui, c'est ça, je veux dire, de bah, leur voilà, expliquer et c'est de ça. répondre à leurs questions. Il leur a juste dit: «Non, il faut faire ça, point». Exactement. Donc, à ce niveau-là, voilà. Alors, on a pris la question des communautés anti-vax, mais on se rend compte que dans toute communauté contestataire, on va avoir en fait les mêmes dynamiques sociales et Mmh. aussi à nouveau le même rapport de super spreaders, donc ce petit groupe très motivé qui va produire beaucoup d'informations. Et ça, c'est dans toutes les communautés sur les réseaux sociaux et ça, les données sont très, très claires là. C'est marrant parce que j'ai mon oncle qui est Mmh. naturopathe en Espagne, qui est justement un ouais, Oh. je peux le dire, de toute façon, il va rien me faire, je pense qu'il va même pas m'écouter. C'est un super spreader. Il OK. a 50 000 abonnés en Ouais. Espagne. Pendant le Covid, il a dit aux gens de ne pas se Mmh. vacciner, que le Covid n'existait pas et qu'il fallait juste traiter les bronchites en faisant des aérosols avec du chlore de piscine, dont Ouais, il le ouais. vend. Donc il a en plus un intérêt financier OK. à vendre Ouais. son chlore de piscine. Et donc, il inhalait du chlore de Il a, piscine. Ouais. ouais. OK. Et c'est un peu comme quand Trump a dit qu'il fallait faire des aérosols avec de l'eau de Ouais. Javel. Oui. Il faut pas faire Mais ça. lui, à chaque fois qu'il fait une vidéo, elle fait environ 1 million de vues. Waouh. Il a déjà été rappelé à l'État. Ils ont déjà essayé de fermer sa chaîne plusieurs fois parce que c'est vraiment un gros problème de Ouais, santé publique en Espagne, les gens comme ça. Et à chaque fois, il en ressort. ouais. Il a eu des Et amendes et alors, tout. ce que tu vas retrouver dans ces phénomènes-là aussi, c'est, dès lors qu'on va vouloir contester ce genre de figure, Mhm. ils vont en fait se placer comme étant, victimes d'un système qui voudrait les faire taire alors qu'eux-mêmes Oui. sont des lanceurs d'alerte. Et donc tu trouves énormément dans ces communautés-là aussi la figure un peu messianique Oui. du lanceur d'alerte, seul contre tous et Mais c'est seul vrai qu'il est contre un Big peu comme ça quand Pharma, on l'entend voilà. parler, hein. Voilà, et alors il va aussi y avoir l'idée que Big Pharma, est là pour faire de l'argent et que lui, enfin, Oui. on a ça notamment dans les thérapies alternatives. Parfois on a des tu on dit: «Oui, Big Pharma, ils veulent faire de l'argent» et cetera. Moi, j'invite simplement quiconque à aller voir les comptes, donc on peut trouver ça sur la centrale des bilans. Oui, Donc là, oui. je fais mon économiste, de quartier, mais tant pis. Mhm. Par exemple, Pranarum, ce sont les huiles essentielles. Ouais. Alors je ne sais plus si c'était sur 2023 et 2024 ou juste 2024, mais c'est, 48 millions d'euros de dividendes. Mhm. Bah, c'est pas une activité philanthropique. Je veux dire par là que la question du pognon, on la retrouve aussi dans les thérapies alternatives et dans les pseudomédecines, parce que c'est vraiment quelque chose qui Qui va qui rapporte, voilà, ouais. voilà, c'est quelque chose qui rapporte énormément et ce business Mhm. du chemin alternatif par rapport à la médecine, Ouais. rapporte beaucoup. Voilà. Et pourquoi tu penses que les gens se tournent vers la médecine Alors, alternative? la médecine a ses limites. Enfin, et là, moi, je vais faire, alors désolé si j'en blesse certains dans les médecins, mais j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les médecins. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la médecine, elle a des contraintes. Déjà, former un Oui. médecin, ça prend du temps. Ça prend, 6 ans pour sortir de l'université, puis Mhm. après, bon, ça prend du temps. C'est difficile. Puis la médecine, elle a aussi des contraintes de temps, des contraintes financières. Il y a un côté parfois déshumanisant et puis comme il y a une pénurie de médecins, les médecins doivent aller vite pour avoir, des patients et Oui. donc parfois on se dit: «Ah oui, en fait, en 20 minutes, en 30 minutes» ou dans les hôpitaux, c'est encore pire, c'est Mhm. parfois des consultations de 15 minutes, ça doit aller très Oui, vite. oui, même au poste de garde, parfois, on doit faire des consultes de 5 10 minutes. Voilà, le Et, poste de garde, voilà, et ici, il y a eu un moment où il y a eu un départ d'un médecin, mmh ben, on s'est retrouvé à faire des consultes de 10 minutes, quoi. voilà. On sait pas faire de la bonne médecine, hein. Non, alors évidemment, et à nouveau, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les médecins qui vivent ça, Mhm. ou alors quand on veut prendre un rendez-vous, voilà, on a mal, à l'abdomen, on doit aller faire une IRM pour savoir pourquoi on a mal à l'abdomen. Bah, Ouais. l'IRM, on l'a dans 3 mois, et donc pendant 3 Mhm. mois, on va tirer une douleur qui peut être vraiment insistante. Donc, hem, il y a une espèce de violence, en fait, institutionnelle. C'est vraiment une violence institutionnelle de, la médecine parce qu'elle manque de moyens, parce que, elle manque de médecins et Oui. parce que, ça coûte cher. Et en fait, en face de cette médecine, que tout le monde subit, mais même les médecins comme étant parfois, déshumanisante, il y a une alternative qui est proposée avec un très joli récit. On va Mhm. avoir des personnes qui vont prendre du temps. Oui. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous écouter pendant, 1 heure, pendant 1 heure et demie, qui va, vous accueillir dans un endroit, chaleureux, un petit salon, Mhm. bien, qui va vous écouter, qui va vous suivre, et donc il y a aussi ce rapport, en fait, à la médecine alternative,
qui va vouloir en fait remettre de l'humanité là où la médecine, malheureusement, a été un petit peu déshumanisée. Et donc c'est une réponse qui est relativement plaisante, et puis le discours qui va avec est plaisant. Quand les gens me posent des questions par rapport à se rediriger vers la médecine alternative, c'est vrai que souvent je dis non, parce que tu sais jamais ce qui va se passer derrière cette médecine alternative, parce que si c'est juste quelqu'un qui va passer ses mains sur le corps de l'autre personne avec des ondes, il va pas lui faire du mal. Parfois, je leur dis qu'ils peuvent se diriger vers eux, mais après, il y a aussi des risques de ce côté-là. Oui, tu pointes vraiment bien une espèce de zone floue, qui est de dire qu'il n'y a qu'un médecin qui peut poser un diagnostic. Le problème, c'est que dans les médecines alternatives, tu vas avoir des pratiques qui sont plus ou moins grises. Alors, il faut bien distinguer en réalité le domaine du soin, de la médecine, du domaine du bien-être. Et en fait, les médecines alternatives. Tu vois, désolé, mais en fait, je sens que j'ai besoin de sucre. Tu sens que tu as besoin de sucre. Allez. Reprenons un petit peu de... À chaque fois, je sens des petits pics. On a bouffé 12 000 gélules. Et il y a 50 granules par capsule. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai des patients qui... J'ai fait tous les examens que je pouvais pour chercher une cause médicale. Je me rendais compte qu'il y avait un côté un peu psychologique. Ils ont refusé de voir un psychologue. Ils ont fini par eux-mêmes aller chez un traitement un peu pseudo-scientifique. Et au final, ils vont mieux. Alors, il y a deux questions. Enfin, là, il y a deux questions absolument géniales. Déjà, je trouve ça intéressant d'avoir le refus d'aller voir un psychologue. Pour plein de raisons, parce que d'une part, pour certaines personnes, ça met une étiquette. Elles n'ont pas envie d'aller voir un psychologue parce qu'elles se disent « Ah, mais aller voir un psychologue veut dire que j'ai un problème dans ma tête », ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors que si les gens ils allaient voir le psychologue comme ils vont voir un dentiste, le monde irait vachement mieux. Exactement, voilà. Mais donc il y a peut-être cette peur, cette étiquette que je considère à nouveau avec beaucoup d'empathie. De l'autre côté, dans les médecines alternatives et dans toutes les pratiques alternatives, il y a ce qu'on appelle donc les effets contextuels. Alors, généralement, on met l'effet placebo là-dedans, mais les effets contextuels. Des études ont été faites pour voir un petit peu qu'est-ce qui faisait que quelqu'un se sentait mieux. Et par exemple, en tant que médecin, outre le fait d'avoir le traitement, le fait de prendre du temps avec la personne fait qu'elle se sent mieux. Le fait qu'elle se sente écoutée fait qu'elle se sent mieux. Le fait que l'environnement soit bon fait qu'elle se sent mieux. Bref, le fait même d'avoir été rencontrer une personne qui, de façon empathique, a pris le temps d'écouter, fait que la personne se sent mieux, quand bien même il n'y a pas un acte médical qui a été posé. Et en fait, ces effets contextuels, ce sont des effets qui peuvent être exploités tout à fait sainement et sereinement. Et dans les médecines alternatives, bien souvent, par exemple, ici on rigole en prenant de l'homéopathie depuis le début, mais voilà. Mais il y a cette idée de, bah tiens, je prends quelque chose, j'ai la sensation d'aller mieux. Ça, ce sont des effets contextuels. Après, pour savoir si soit une technique ou soit un principe actif fonctionne, et là on peut rentrer dans ce qu'on appelle la méthode expérimentale, mais la méthode expérimentale un peu basique, c'est l'étude randomisée en double aveugle sur un échantillon significatif avec groupe contrôle et reproductibilité. Tu essaies d'expliquer ce que c'est une étude randomisée de façon simple. Tu peux y arriver. Oui, on peut y arriver. Ça, si tu y arrives, là, franchement, la méta-analyse, franchement, quand tu as expliqué la méta-analyse, je me suis dit, on va voir ce qui balance. Et je trouvais que c'était très simple. Mais pour savoir, allez, voilà, imaginons que je veuille savoir si ces trucs-là, ça fonctionne pour soigner quelque chose. Voilà, on dit que ces pilules, que ces pilules homéopathiques ont un vrai pouvoir de guérison. Donc une étude randomisée en double aveugle, donc c'est-à-dire je vais d'abord prendre des personnes et je vais les affecter à un groupe, et ce, aléatoirement. C'est ce qu'on appelle la randomisation. Donc je ne choisis pas qui j'associe à un groupe, voilà. Et je fais 2 groupes de personnes de façon randomisée. Pendant le double aveugle veut dire que le patient ne sait pas ce qu'il reçoit, le médecin ne sait pas ce qu'il donne. Donc d'un côté, il y a un groupe qui va recevoir le principe actif, de l'autre, il y a un groupe qui va recevoir un placebo. Mais ni le patient ni le médecin ne sait qui donne quoi, pour éviter d'avoir une influence sur la perception du patient, mais aussi une influence sur la posture du soignant ou de la personne qui donne le traitement. Parce que même si le médecin le sait, il pourrait aussi influencer. C'est ça. Et alors après, ce qu'on va voir, c'est de se dire, tiens, dans le groupe à qui on a donné le traitement, est-ce qu'il y a des effets spécifiques? Parfois, ce qu'on remarque, c'est que dans le groupe dans lequel on a donné le placebo, c'est-à-dire à qui on n'a pas donné de principe actif, ils vont mieux. Ils vont mieux quand même. C'est ce qu'on appelle les effets contextuels ou ce qu'on appelle l'effet placebo. Et ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il y a un effet spécifique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet en plus, au-delà des effets contextuels. Et dès lors que l'on retrouve ça,
À ce moment-là, on peut conclure dans le fait qu'il y a un effet spécifique. Mais donc, même s'il n'y a pas de principe actif, la personne peut se sentir mieux parce que le fait d'avoir reçu quelque chose, quand bien même ce ne soit pas un principe actif, fait que la personne se sent mieux. Et du coup, homéopathie? Et du coup, c'est quoi l'homéopathie? alors, Tant qu'on y est. tant qu'on y est. Mais alors, J'en prends donne un coup. Ouais. Santé. 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 Avec la gélule, parce que je suis pas Avec la gélule, ben moi je prends les petites granules, c'est du Ah, mais sucre. la gélule, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Hein. Non. Du coup, Donc, l'homéopathie, c'est un. Alors, l'homéopathie, ça a été théorisé par Hahnemann, un soignant de la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, l'homéopathie repose sur le principe notamment de similitude, qui est de dire que si un élément cause des symptômes à quelqu'un de sain, cet élément-là, en petite quantité, peut soigner quelqu'un de malade de façon similaire. Et en fait, Hahnemann, il se promenait comme ça de patient en patient. Alors, ça n'a pas une base scientifique, je veux dire, il a juste eu cette intuition-là, c'était au XVIIIe siècle, donc ça a 250 ans. Et du coup, on revient à ce qu'on disait là tantôt, ça aurait déjà dû changer depuis 250 ans. Alors, on dit oui, mais en science, vous avez l'esprit fermé. Alors, c'est très drôle d'avoir fait croire que la science avait l'esprit fermé, alors que moi, dans mon champ de recherche, sur les 10-15 dernières années, mon champ de recherche a été revu, enfin, en tout cas, les théories dans mon champ de recherche ont été plusieurs fois remises en question, alors que, par exemple, pour l'homéopathie, ça fait 250 ans. Ça fait partie du boulot, exactement. Oui. Et là, donc, l'homéopathie n'a pas changé véritablement depuis 250 ans. Déjà, ça, c'est pour moi un indice qui me montre qu'il y a quelque chose de problématique derrière cela. Il y a le principe de dilution, qui est donc, je prends un petit élément, je le mets dans 1 litre d'eau pure. Alors, il y a plusieurs façons de diluer. Ouais. Il y a 2 types de façons de diluer, mais bref, je ne vais pas revenir. C'est ce qui distingue sur les flapules d'homéopathie, le cas du CH, pour concentration hahnemannienne, de Hahnemann, donc le personne qui a essayé de théoriser l'homéopathie. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est tu prends un récipient d'1 litre d'eau et tu mets ton bazar dedans. Tu vides le récipient, d'accord, tu re-remplis d'1 litre d'eau, tu vides le récipient, tu re-remplis d'1 litre d'eau, tu vides d'un récipient là. Voilà, et tu le fais, alors quand tu as 200 CH, ça veut dire que tu as fait ça 200 fois. Le principe de l'homéopathie, c'est de dire plus tu le fais, plus ce qu'il y a au bout va être fort et puissant. Ce qui est très très bizarre. Donc déjà, on se dit, tiens, ça tient pas. Alors tu vas me dire, oui, mais tiens, il y a des personnes qui prennent de l'homéopathie qui se sentent mieux. Par exemple, si j'ai un rhume, je prends de l'oxyococcinum, je vais mieux après. Oui, mais en fait... Ils iraient mieux quand même sans l'oxyococcinum. Ils iraient mieux déjà sans le temps, c'est ce qui traite le mieux les personnes. Moi, j'avais un prof de neurologie qui disait, utiliser la chronothérapie, il disait même en salle d'urgence. Si vous avez un cas où vous hésitez un peu, vous le faites attendre 2 heures. 2 heures après, il va mieux. C'est qu'il ne faut rien faire. Alors, ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de choses. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais regarde, l'homéopathie, ça fonctionne sur les animaux aussi. Mais oui, mais en fait, les effets contextuels fonctionnent sur les animaux. Quelqu'un qui va donner de l'homéopathie à son chat, en fait, il va prendre le temps d'observer son chat, d'aller tout près, lui filer un médicament, de voir s'il va bien, etc. Donc forcément, il va y avoir une attention qui va être portée. Donc ces effets contextuels sont vraiment importants. Maintenant, à nouveau, il y en a qui vont dire, oui, mais l'homéopathie, c'est pas comme tous ces laboratoires pharmaceutiques. Alors ah non, je peux pas citer de marque. Je ferai un... Pardon, ok, ça va. T'inquiète pas. Je couperai le son, mais je l'ai fait pour le podcast du tabac. Donc très bien. Et donc, il y a une grande firme pharmaceutique qui fait de l'homéopathie. Ouais. Qui fait de l'optimisation fiscale de façon dégueulasse et qui reverse des dividendes qui sont absolument délirants. Donc en fait, tu as le côté lucratif que tu retrouves dans l'industrie pharmaceutique. Mais attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans l'industrie pharmaceutique, il y a des pratiques de lobbying, il y a des pratiques d'optimisation fiscale, il y a des pratiques de recherche de rentabilité qui sont aussi absolument dégueulasses, où on se rend compte que le but, c'est de se faire du pognon plutôt que de prendre soin des gens. Donc on est bien mais il y a industrie pharmaceutique, j'ai jamais eu autant d'invitations à des soupers qu'avec les firmes homéopathiques. Et en plus, comme ils ne sont pas vraiment considérés des médicaments, c'est un des seuls qui peuvent nous inviter dans des restos étoilés. D'accord, ok, bah ça je ne savais pas. Alors que pour les autres firmes, c'est interdit. Je trouve ça génial. Alors qu'un vrai médoc pour le cholestérol, par exemple, eux, ça peut être un beau resto, mais ça ne peut pas être un resto étoilé. On parle ici de l'homéopathie, et à nouveau, j'ai quand même envie de préciser que quand on parle à nouveau de thérapie alternative ou de médecine alternative,
J'ai pas non plus envie que toute la communauté homœopathique me tombe dessus, me fasse des Oui, oui. menaces, fasse donc du doxing, révèle des Ouais, informations ouais. privées que tout le monde peut trouver en ligne. Il y a aussi pour moi une réflexion qui est de dire, quand un individu prend de l'homéopathie, c'est juste qu'il sache ce qu'il est en train de prendre. C'est tout. Mmh. En fait, moi, c'est ça ma démarche d'esprit critique. C'est en fait, en soi, que ça fonctionne pas, enfin, peu Oui. importe. Moi, ce que je veux, c'est juste que la personne, de façon éclairée, sache ce qu'elle prend. Et donc, à nouveau, c'est cette posture de défiance qu'on vienne challenger, qu'on dise: «C'est quoi? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment est-ce qu'on sait que ça marche? Comment est-ce qu'on sait que ça ne marche pas?» Ouais, Donc, ouais. tu vois, c'est cette curiosité intellectuelle que l'on doit avoir à l'égard de tout, d et notamment en santé. C'est vraiment une défiance qu'on doit avoir à l'égard de tout ce qui est proposé. À nouveau, défiance ne veut pas dire méfiance. On va alors avoir enfin, on et ça, je vais quand même aussi le préciser. En épistémologie, on a ce qu'on appelle la connaissance de premier ordre et de second ordre. Ouais. La connaissance de premier ordre, c'est la connaissance que j'expérimente par moi-même. Et la connaissance de second ordre, c'est la connaissance rapportée. Par exemple, je n'ai jamais été mesurer la distance Terre-Lune moi-même. Je n'ai pas pris un mètre Mmh. entre la Terre et la Lune pour aller mesurer. OK. Ok. Mais on m'a rapporté que la distance Terre-Lune était de 300 000 km. Mmh. Donc c'est la connaissance de second ordre. Je n'ai jamais pu faire l'expérience moi-même de la distance Terre-Lune. La connaissance de premier ordre, c'est ce que tu vas faire l'expérience toi-même. Par exemple, je chose du 46, je vais mesurer, ok, je chose du 46. On vit aussi dans une société où tu ne peux pas faire toi-même l'expérience de toute la connaissance de l'univers. Tu es obligé Mmh. de déléguer Mmh. une partie de la connaissance et de faire confiance à des personnes. Par exemple, euh, quand je vais faire mon passeport à la maison communale, j'ai confiance dans le fait que la personne va me faire un document en Ouais. règle. Quand je mets mes enfants à l'école, j'ai confiance dans le système d'enseignement et dans les enseignants pour que l'enseignant apprenne des trucs à mes enfants. Et ben, c'est la même chose avec les médecins. En fait, Mmh. avec les médecins, je vais nouer un rapport de confiance et il y a cette confiance que je délègue à mon médecin en disant: c'est un professionnel de la santé, je Oui. délègue ma confiance dans le fait que lui va savoir comment prendre soin de moi. Et de notre côté, il y a aussi un côté consentement, tu vois? Ah oui, Parce complètement, que, oui, oui, oui. par exemple, il m'arrive des fois de faire de la mésothérapie. Mhm, Le niveau est preuve scientifique, mhm. très middle, voire pas. Ok, Mais je l'explique aux patients. Je oui, dis, écoutez, moi je fais ça, mhm, niveau preuve scientifique, je pense qu'il n'y en a pas. oui, Si vous voulez, vu qu'on en est ici et qu'on a déjà essayé toutes sortes de mhm. médicaments et que ça ne marche pas, on peut essayer en sachant que le pire qui peut arriver, c'est que ça ne marche pas. Le mieux qui peut arriver, c'est que ça ne marche pas. Mais il faut qu'il le sache. Je ne vais Oui, pas lui dire ça, ça va marcher parce que non, il oui. n'y a pas d'épreuve scientifique derrière, quoi. Ben, alors, Et là, la posture que tu as est une posture que je trouve très vertueuse, qui après, tu est... peux dire que tu n'es pas d'accord. Hein. Non, non, alors, C'est- non, il y a une question déontologique et éthique de, tiens, si je sais que ça ne fonctionne pas, est-ce que je le Je fais? le Mais propose, à oui. nouveau, pour moi, il y a, oui, mais pour moi, il y a là, on est vraiment dans les effets contextuels qui sont pas à Oui. minimiser, en fait. Il y a Mhm. des effets contextuels et je Oui. trouve que c'est juste optimiser les effets contextuels. Mhm. Ce que j'aime bien dans cette démarche d'honnêteté intellectuelle, c'est l'explication. Et Oui, en fait, moi, j'ai voilà. rien contre l'acupuncture, par contre, par exemple, tu vois, Ouais, où les épreuves sont un peu middle, ouais, et parfois, il y a quand même ouais, certaines études qui montrent un tout petit effet. Ben, tant que le patient sait où est-ce qu'il peut en arriver, ouais. ben, pourquoi pas, tu vois. Hein. Non, mais, Mais il faut bien et l'expliquer. là, tu pointes aussi un truc qui est très chouette, c'est que alors, la science ou la médecine ne fonctionne pas nécessairement avec deux couleurs de ça marche ou ça marche pas. Oui. Il y a aussi un curseur qui est une espèce de curseur de confiance, de dire Mhm. euh, voilà où en est l'état de la recherche, où on pense qu'il y a autant. Donc, il y a beaucoup de prudence. Alors, à nouveau, dans les thérapies alternatives, elles n'ont pas cette prudence-là. Généralement, Oui, les c'est promesses vont être ça. très grandes et de vous allez Oui, tout guérir de va ça. guérir, vous allez guérir de votre cancer. Exactement, voilà, c'est ça. C'est- Surtout que dans le domaine de... Enfin, il y a beaucoup de thérapies alternatives dans le domaine du cancer parce que comme c'est un domaine dans lequel les gens sont en vraie détresse psychologique, Ils essayent de chercher des solutions magiques. exactement, ils vont chercher des Ouais. solutions magiques et alors tu as des personnes qui vont utiliser cette détresse psychologique pour les Oui. attirer et les détourner Parce qu'il y a tout un d'une médecine. phénomène de déni qui Oui, de base fait partie de la pathologie. Quand oui, on annonce une mauvaise nouvelle, le déni arrive toujours à un oui, moment. Il y a des personnes qui l'expérimentent plus que d'autres et du coup, ils ont souvent oui. recours aux thérapies
Ouais, et sur là, il y a des aussi victoires. parfois même des phénomènes d'emprise qui sont malsains, mais qui relèvent quasiment plus d'un autre domaine, qu'est le sectarisme. Mais Mhm. bref, en tout cas, tu peux... On parlait de quoi déjà avant ça? Oui, l'homéopathie. Mais j'allais retourner, Ouais. hein, mais... Oui, et donc l'homéopathie, donc on a parlé aussi de ce principe de dilution, de Oui, concentration mais du animalienne. Ouais. coup, si on prend un petit morceau du foie pourri, que tu disais, pour le silocoxinum, Oui, et donc on le tape dans à dans la houiller, laisse, dans la laisse, oui. et on le Bah, chauffe le à principe de Gendron. dilution voudrait que, à Anserem, si tu bois la laisse, globalement, donc c'est, alors, ce qu'il y a aussi, c'est que normalement, l'eau, tu dois la dynamiser, donc tu dois secouer. Et donc, je t'expliquais également d'où vient cette dynamisation, c'est que historiquement, Hahnemann, au XVIIIe siècle, il allait de patient en patient à cheval, Ça, c'est impressionnant, et quoi. il se rendait compte que le fait d'aller à cheval rendait... Il y a quand même des usines qui secouent des pots de sucre avec de l'eau C'est au ça. rythme d'un cheval. Au rythme d'un cheval au galop, Ouais. exactement. Oui, oui. Et alors, mais alors, à nouveau, moi, je questionne aussi le fait que ça ait sa place dans, que ça ait sa place, par exemple, dans des pharmacies, parce que, à nouveau, quand je rentre dans une pharmacie, Oui. moi, j'ai un rapport de confiance au pharmacien. Il a fait 5 ans d'études à l'université, Mhm. donc en fait, le lieu, Oui. il y a une espèce de contrat tacite que Mhm. lorsque j'arrive là, il y a un rapport de confiance et d'expertise qui se fait. Et alors, à nouveau, ça ne me dérange pas que dans une pharmacie, on vende de l'homéopathie. Ce qui m'embête, c'est plutôt parfois le discours qu'il peut y avoir Oui. au-delà de ce qu'est réellement l'homéopathie. À nouveau, Après, je veux pas faire l'avocat du diable. ouais, Il y a un problème aussi avec les pharmacies, et c'est qu'on se rend de plus en plus compte que les pharmaciens, s'ils vendent que des médicaments, j'ai oublié le nom, des génériques ok, qui sont remboursés, ouais. en fait, ils n'arrivent pas à la fin du mois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai une empathie énorme par Ouais. rapport aux pharmaciens, parce que là, tu Mhm. pointes bien un problème qui est un problème Économie, institutionnel, un oui, problème oui. économique. Et donc, en fait, la personne ne peut pas faire Mhm. autrement que en faisant ça. Et donc, je me dis, tiens, dans quelle mesure on est arrivé dans un système de santé tellement en détresse que Oui. si le pharmacien faisait Mhm. son métier de cette façon-là, en prévenant et en fait, Oui. économiquement, c'est pas viable. Et donc, je me dis, mais j'ai une C'est empathie triste, hein. Oui, énorme, oui. voilà, Mais pour les j'ai lu l'autre pharmaciens jour qui un font ça. TFE d'une étudiante en médecine qui justement prenait pour faire un espèce de système au forfait des pharmacies. Oui, Un peu ok. comme les maisons médicales au Oui, oui, forfait, de ok. faire la même chose dans les pharmacies. Non, ce serait hyper compliqué. Mais le but, ce serait justement d'éviter Oui. le genre de comportement que tu décris. Et à nouveau, enfin, dans tout ça, et je veux vraiment Oui. que ce soit précisé, T'inquiète, tu vas pas te mettre les pharmaciens à dos. mais Je pense non, non, qu'ils ont non, bien mais non, compris. non, parce que non, en plus, moi, je rigole toujours bien ici avec la pharmacienne de Houillet que je Mhm. salue bien fort. En fait, j'ai beaucoup d'empathie pour les pharmaciens, j'ai beaucoup d'empathie pour les médecins, Mhm. j'ai beaucoup d'empathie pour toutes les spécialisations qui font leur boulot du mieux qu'ils peuvent. Et à nouveau, c'est ce qu'on appelle la charité Ouais. interprétative. Par défaut, je crois en la bonne foi des Mhm. personnes. J'ai beaucoup d'empathie pour les patients. Ouais. J'ai beaucoup d'empathie pour les patients qui viennent tout en étant en détresse par rapport à Ouais. des maladies qui sont des maladies qui peuvent être, dans certains cas, des maladies qui sont vraiment pas plaisantes à vivre, Ouais. voire qui engagent leur pronostic vital. Et je pense qu'en fait, dans tout ça, il y a juste des êtres humains qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent et de trouver des réponses à des questions. Et pour moi, je nous vois vraiment tous dans le même bateau à faire du mieux qu'on peut. Et dans ce truc où on essaye tous de faire du mieux qu'on peut, ramener de l'esprit critique, c'est juste ramener un petit peu de lucidité, d'honnêteté intellectuelle et de se dire en matière médicale, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, on ne sait pas très bien si ça fonctionne ou pas, et c'est juste qu'on soit explicite avec ça, avec Ouais. ce qui fonctionne pas, et que l'on sache de façon éclairée Mhm. qu'est-ce que l'on consomme quand on consomme telle chose. Par exemple, on informe très bien un patient quand il va en chimiothérapie en disant voici tous les effets secondaires que vous allez avoir, Oui. parce que c'est une thérapie qui est très Mhm. agressive et pour laquelle parfois on ne peut malheureusement pas s'en passer. Voilà. Ben, moi, c'est la même chose avec l'homéopathie. Ce que je souhaite juste, c'est qu'un patient qui reçoit l'homéopathie sache sur quoi Et se ça, base mais ça, l'homéopathie. je trouve que c'est hyper important parce qu'il y a de plus en plus une mode des médecins fonctionnels. Je sais pas si tu Mhm. as entendu parler. Non? Moi, je savais pas que ça existait, hein. Ok. En fait, c'est des espèces de médecins qui font des prises de sang énormes parce qu'ils considèrent que la médecine de Ah oui, base ok, d'accord, je n'est pas vois une ce bonne que c'est. médecine et qu'il Hmm. faut aller chercher plus loin parce que
faut vraiment aller voir tous les suppléments, tous les vitamines, tous les minéraux qu'on a. Mhm. Et le problème que j'ai, c'est que dans la région, il y a des médecins Oui. qui en fait prescrivent des compléments alimentaires et en fait, c'est vraiment des prescriptions de préparation magistrale. Oui. Et quand on va voir dedans, on se rend compte que parfois il y a des hormones thyroïdiennes, qu'il y a des corticoïdes, qu'il y a même de la pseudoéphédrine. Donc, c'est des gens qui commencent à se sentir plus en forme parce qu'en fait, si tu donnes de l'hormone thyroïdienne, ça donne de Oui. l'énergie. Si tu leur donnes des corticoïdes, ça donne de l'énergie. Mais après, moi, j'ai rattrapé l'autre jour une patiente qui venait avec des tachycardies depuis des mois. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle me disait non, mais je prends juste des compléments alimentaires. Oui, oui, oui. Et en fait, elle n'était pas au courant qu'elle était en train de prendre des médicaments. D'accord. Et ça, je trouve que la maison médicale de Houillet, et je dis pas ça parce que c'est la maison médicale de Mhm. Houillet, mais je dis vraiment, euh, ce que j'aime bien dans la philosophie de la maison médicale de Houillet, alors, je suis pas non plus à dire il faut tout médicaliser. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que la maison médicale ici remet aussi au goût du jour le fait qu'il y a des principes qui sont des principes qui peuvent avoir l'air simples, mais Mhm. qui sont déjà les signes d'une bonne santé. Bien s'alimenter, Oui, faire le du sport, sport. prendre du temps pour soi, aller se balader. Enfin Oui. bref, c'est tous des éléments en fait qui sont des éléments qui nous font déjà nous sentir mieux, qui sont très sains pour le corps et qui passent pas par une Mhm. médicalisation. Manger sain, bouger, etc. Ce sont déjà des éléments qui permettent de. Oui. Donc je suis pas, enfin quand je parle de la question, donc moi qui concerne Oui. l'esprit critique ou de la différence entre science, pseudoscience, donc Oui. vraiment plutôt des questions épistémologiques. Moi j'ai pas du tout un discours normatif en disant il faut aller voir les médecins, la médecine conventionnelle est Non, non, très non, non, bien non. et c'est l'unique, la grande. Donc j'ai vraiment cette prudence de dire attention, c'est juste qu'on soit explicite et qu'on sache Oui. ce qu'il y a derrière Ouais, ce ouais. qu'on fait, ce qu'on emploie et ce qu'on utilise. J'ai oublié de dire qu'on a le tableau de Paul Ledan Ok. qui nous accompagne, qui est un patient de la maison médicale qui est super connu apparemment. Parce que Ouais, depuis qu'il est chez nous, il a déjà vendu 3 tableaux. d'accord, Il y a non seulement celui-ci, mais à l'accueil, il y a plusieurs tableaux. Dans la salle des kinés, il y a plusieurs tableaux. d'accord. Et en fait, il est très connu parce qu'il fait des tableaux hyper colorés. Ouais. Il vend un peu partout, hein. Depuis qu'il est là, il a vendu un tableau Eh en ben Espagne, un celui-là, tableau aux j'adore États-Unis. Il est parce que beau, hein. et en plus, pas à nouveau, comme tu as mentionné, je cours beaucoup. Et en fait, moi, j'aime bien courir, juste valer de la laisse énormément. Et courir Mhm. dans les bois me fait un bien, mais fou. Après, les kinés Oui. sont pas toujours d'accord. Mais Tout est une globalement, question tout est une question d'équilibre. tout est une question d'équilibre. Mais c'est la balance bénéfice-risque. Mon bénéfice, Mhm. c'est que mon cœur est renforcé, mon système Ouais. immunitaire aussi. Le risque, ce sont mes chevilles, donc j'accepte la part de risque dans le sport, puisque je considère que le Oui. bénéfice est plus grand. Et Donc plus c'est la grand, oui. balance Là, si la balance bénéfice-risque. pour toi est bonne, hein, c'est le La balance principal. est positive, donc voilà, je Il y a des garde la choses balance dont tu voudrais bénéfice-risque. parler en plus. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, donc je Ouais. pense que on peut Euh, s'en arrêter là. Est-ce que tu voudrais faire passer un message avant de finir le podcast? Une dernière conclusion ou quelque chose, tu te dis, Une j'aimerais dernière bien. conclusion. Ouais, mais en fait, je vais faire passer un message, mais aux médecins. Ouais, vas-y. Ah, Oh! ouais, boum, je vais balancer. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, mais je trouve que alors pour ça, la maison médicale de Houillet est sur la bonne voie. Euh, on a énormément, enfin, aux médecins et aux patients, c'est revenir à ce côté humanité. Oui. Euh, que ce soit, enfin, que le monde médical ne lâche jamais son rapport à l'humain. Je Mhm. pense que ici les médecins sont bien conscients de ça, mais à nouveau, tant le patient face à un médecin, si on doit attendre aux urgences, Mhm. c'est pas parce que le médecin veut nous faire attendre, c'est parce que le médecin est en train de faire tout ce qu'il peut et qu'il y a peut-être une pénurie de médecins aux urgences. Mhm. Et donc c'est de se rendre compte à nouveau qu'il y a des humains qui font du mieux qu'ils peuvent et Mhm. les médecins face aux Dans patients de les se autres rendre compte sens, aussi qu'il y a des humains qui sont en détresse émotionnelle, en détresse physique, en détresse qu'il faut psychologique. traiter comme des Voilà, personnes, ouais. exactement. Et même si parfois j'ai pu avoir l'air de critiquer tout ça, moi je me suis, enfin je suis un J'ai pas patient aussi. l'impression, en tout cas, hein. Non mais voilà, même si Mhm. parfois on rigole, derrière ça, j'ai beaucoup à nouveau d'empathie et moi-même je me suis déjà retrouvé en détresse physique Mhm. ou en détresse psychologique et j'ai été très content d'avoir en face de moi un urgentiste qui pouvait me prendre en charge rapidement, un chirurgien qui pouvait me prendre en charge rapidement ou un Mhm. psychiatre qui pouvait me prendre en charge rapidement parce que physiquement ou psychologiquement, j'allais mal. Et, hem et donc je suis tout à fait reconnaissant de cette humanité-là que les médecins ont eue
Et quand les médecins ont conscience qu'en face d'eux, ils ont des personnes qui doutent, des personnes qui hésitent, des personnes qui sont dans une forme de détresse, à ce moment-là, il y a quelque chose de chouette qui peut naître. Et moi, je fonctionne à la confiance et j'ai toujours aimé également, moi, le lien que j'avais avec les médecins de la maison médicale parce que j'ai une vraie confiance dans cette maison médicale. Et je ne le dis pas pour en faire de la pub, mais vraiment parce que j'ai un attachement en fait à ce genre de lieu. Et c'est en ça que je retrouve que la maison médicale a réussi à remettre de l'humanité et quelque chose d'assez complet. Mais je trouve pour que en faire un lieu de ici, vie. on voit autre chose. Hein. Moi, j'avais été, avant de venir ici, j'avais visité plusieurs maisons médicales dans la région. Oui. Parce que j'avais arrêté la pédiatrie et que j'en avais ras-le-bol de vivre dans une espèce d'usine à médecine. Et je cherchais quelque chose de plus humain. Et je suis venu travailler ici parce que je ressentais cette humanité que je ne ressentais pas ailleurs. Donc c'est pour ça que je viens. Ouais, et par exemple, regarde pour le TID, Oui. là, ce qui s'est fait ça. dans la côte de Houillet. Mais non, Oui. mais je trouve ça quand même C'est génial hyper chouette, hein. d'avoir un projet comme ça et de se dire, en fait, il va y avoir un événement. Enfin, moi, c'est aussi la raison pour laquelle l'instant critique me semblait aussi pertinent. Que collait très bien, oui. Voilà, c'est revenir avec un spectacle. Et à nouveau, après le spectacle, il va y avoir un moment de discussion. Et l'objectif, c'est vraiment de discuter autour de ce dont le spectacle parle, à savoir d'esprit critique. Donc, on rappelle, c'est le 2 juin à 20h au Centre culturel de Bourrin. À 20h au Centre et les préventes sont Bourrin. disponibles à l'accueil ou sinon ce sera sur place, à l'accueil de la maison médicale. Super. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Le prochain podcast, ce sera Maud qui va parler de EMDR pour traiter les stress post-traumatiques. Ok. Voilà, je vous laisse découvrir ce que c'est avec elle. Merci beaucoup. On prend un dernier pour la fin. On va vraiment faire une publicité directe. J'espère que moi, je suis fatigué, mais moi, je suis déjà en train de la faire, les publicités.